Un balado Radio-Canada audio. Pat Hickey a décidé d'appeler ça une retraite? Oui. Tu sais que c'est mon anglicisme préféré. Je pense en être l'inventeur. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire en anglais quand ils disent Call it a career? Je trouve que c'est logique. Tu sais, c'est comme c'est une carrière, Oui, c'est oui. terminé. C'est terminé. Je mets le point définitif. Ça a été une surprise, honnêtement. Moi, je pensais que Pat Hickey allait mourir en tant que journaliste actif. Quand j'ai commencé au début des années 90, je considérais déjà que c'était un vieux journaliste. Ben, c'était le cas aussi. Et, non, mais je veux dire. Et c'est ça, tu sais, Pat est, je pense, affecté vraiment régulièrement, quotidiennement au beat du Canadien depuis 30 ans, à peu près. Et il a couvert son premier match du Canadien en 1968. Là. Alors, ça remonte, ça remonte assez loin. Alors, quand on a entendu, quand on a appris hier qu'il prenait sa retraite, j'ai été lui parler d'ailleurs après le match hier soir. Il y a des coupures qui sont survenues au sein du groupe Postmedia, ouais. le consortium qui possède plusieurs journaux au Canada. Puis, il y a 25% des journalistes de Gazette qui vont perdre leur emploi. Ça va mal. Ça va mal depuis un certain temps aussi, là, mais ça ne s'améliore pas. Pour la qualité de l'information, c'est pas bon. Je trouve ça toujours particulier quand une entreprise est en difficulté, une entreprise médiatique, on coupe dans le produit en pensant c'est dur. C'est dur de garder un haut taux de lectorat si tu coupes dans la qualité du produit, mais bon, c'est un problème qui semble assez difficile à résoudre. Et donc, Pat Hickey, qui, je pense qu'il était âgé pas loin de 80 ans, a décidé de laisser sa place pour permettre à un plus jeune journaliste de continuer sa carrière. Alors, c'est un geste très noble. Et j'ai trouvé ça le fun qu'on souligne ça après le match du Canadien contre les Sénateurs hier, durant le point de presse de Martin Saint-Louis. C'est Saint-Louis lui-même qui en a parlé. En fait, c'est Charles, qui est un des relationnistes du Canadien. Exactement, qui a dit, bon, ben, on va garder la dernière question pour Pat. Et Pat a dit, ben non, j'ai pas de questions à poser. Tout le monde est parti à rire. Et Martin Saint-Louis a pris le relais au micro en disant, écoute, je sais dans quelles circonstances tu prends ta retraite et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et Pat a encore 5 semaines de travail à faire. Alors, on va pouvoir... c'est ça, il y en aura... On va pouvoir lui tirer la pipe un peu au cours des prochaines semaines. Mais là, on veut des anecdotes, parce qu'apparemment que c'est quand même un personnage. Moi, je le connais pas ou pas vraiment. Tu sais, j'y vais une fois de temps en temps, puis je l'ai pas souvent croisé. Oui. Mais j'ai entendu quelques histoires. Oui, c'est tout un personnage. Moi, tu sais, j'ai pas une relation d'amitié avec lui. C'est quelqu'un que je rencontre à tous les matchs. Tu sais, il fait partie du décor, puis on se dit bonjour. Mais c'est un guerrier. Là. Lui, il couvre le beat du Canadien. Sur la route, il va voir la plupart des matchs avec sa voiture. Là. Donc, dans la région de Boston, Philadelphie, New York, Toronto. Il ne prend pas l'avion. Et je ne sais pas si c'est à cause de budget restreint à la Gazette, mais donc beaucoup de kilométrage sur sa voiture année après année. Puis lui est arrivé toutes sortes de péripéties sur la route, se faire crever ses pneus durant les séries éliminatoires ou enlever sa plaque d'immatriculation. Les gens pensent que c'est un partisan du Canadien, alors, dans des endroits où c'est un peu trop partisan. À Philadelphie, disons-le. Ça lui est arrivé à Philadelphie. Mais c'est ça, c'est un personnage... C'est un personnage coloré qui semble jamais prendre une journée de congé de maladie. Là, si je l'ai vu des fois travailler sur le beat avec un pansement énorme au visage, c'est ça. Mais c'est vraiment un personnage pittoresque. Puis ça semble être une tradition à la Gazette de travailler très, très longtemps sur le beat parce que Red Fisher... qui est décédé en 2018, si ma mémoire est bonne, Red Fisher avait couvert Maurice Richard, là. Et en 2018, 2017, 2018, il était encore au Centre Bell. Il couvrait Alex Kovalev. Alors c'est de la longévité. Là, et je trouve ça beau, cette passion-là, mais en même temps, pour une organisation de presse, c'est une richesse incroyable d'avoir ce genre de mémoire-là au sein de ton personnel. Alors, c'est dommage que Pat Hickey ne termine pas sa carrière selon ses propres termes, là, que ce soit pour laisser la place à quelqu'un d'autre, mais en même temps, c'est très, très noble de faire ça. Ça mérite d'être souligné. Oui. Puis, tu parlais de Red Fisher, lui aussi, tout un personnage, pas le même genre de personnage, mais alors, je ne sais pas, le petit jeune qui va rester, il y a
Il y a tout un costume, ou enfin, ça va lui prendre tout un costume pour suivre les deux autres. Quand M. Fisher est décédé, on était beaucoup à se demander sur la passerelle de presse, est-ce qu'il t'a déjà dit bonjour? On n'était pas nombreux. Il disait pas bonjour. T'étais trop green, même après quelques années. Et d'ailleurs, M. Fisher, je pense, parlait jamais à une recrue. Parlait jamais à un joueur recru quand c'était sa première saison. Ça, c'est cool, ça. Il ne voulait pas avoir son opinion. Non, mais on s'entend que c'est une approche aujourd'hui qui est impensable. Mais c'est ça. Et M. Fisher, si ma mémoire est bonne, quand il avait commencé à couvrir le Canadien dans les années 50, il y avait tellement peu de journalistes sur le beat qu'il avait été initié par les joueurs. Qu'il l'avait laissé abandonné dans le vestiaire, enrubanné dans un état de détresse. Mais c'est une autre époque. Mais ça. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ouais. Alors, aujourd'hui, que deviendras-tu, Raphaël Harvey-Pinard? C'est une question d'instinct et 30 ans de Gary Bettman. C'est tellement hockey, épisode 221. Oh, avec votre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Hey, salut, Alex. Qu'est-ce qui se passe? On est... Écoute, moi, je suis troublé, Alex, ce matin, parce que, bon, c'est notre premier épisode en exclusivité sur audio. Puis on se demandait si, avec le changement de plateforme, on n'allait pas perdre des auditeurs. Là, on a perdu Gascon. Notre premier auditeur, parce qu'il est assis juste là, d'habitude. Écoute, alors là, je suis très inquiet. Je suis content que tu sois là. Moi, je suis là. J'ai pas l'intention d'aller nulle part. Non, c'est que, bien sûr, c'est la semaine de congé dans la LNH. Alors... beaucoup de journalistes du beat... en Floride. Oui. Je sais pas. Font comme les joueurs et prennent l'avion, vont en vacances. Donc, bonnes vacances, Alex, où que tu sois. Profite-en bien. Là, ça tombe mal parce que je pense qu'il revient. Il ne sera pas revenu mercredi prochain, mais le mercredi suivant, il sera de retour. Exactement. On va essayer de tenir le fort dignement. On devrait y arriver. On devrait y arriver. Tu sais que, est-ce que j'ai déjà dit que le titre de travail principal chez nous, là, quand l'idée du balado a commencé pas à germer, parce que ça a toujours été là, mais le titre original, c'était 30 minutes au téléphone avec Martin Leclerc. C'était ça, c'était ça mon idée originale. En clin d'œil, bien sûr, à notre passé. Mais bon, trêve de nostalgie. Et on a inclus Alex. Ben oui, par grandeur. Et on a, par le fait même, lancé sa carrière. Exactement. On lui rappellera quand il sera de retour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Oui, non, HP était prêt de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Puis, comme j'ai dit, j'ai vu un peu HP l'année passée, j'ai entendu parler de lui, puis je commence à le découvrir moi aussi. Là, puis, c'est un gars sur marque sa glace. Oh oui! HP. Aimes-tu ça? HP. Moi, je l'appelle RHP. Ben, c'est ça. Mais évidemment, on fait toujours au plus court quand il s'agit des surnoms au hockey. Oui. Écoute, c'était après la défaite du Canadien contre les Sénateurs. On y reviendra, puis on va parler des Sénateurs un petit peu, parce que c'est une situation qui est intéressante, mais on ne peut pas passer à côté. C'est un peu l'histoire de la semaine, c'est un peu l'histoire même du début de l'année, dans une certaine mesure. Raphaël Harvey-Pinard, qui a marqué des buts là, quand il était jeune, là, qui a marqué des buts au niveau junior, oui. qui marquait des buts dans la Ligue américaine. Là, il marque des buts dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais écoute, premièrement, c'est l'histoire de Raphaël Harvey-Pinard. C'est un joueur persévérant. Il n'a pas atteint les rangs professionnels en étant sélectionné, en ayant l'autoroute devant lui et juste la sortie à prendre et s'engager sur l'autoroute. C'est un gars qui travaille fort, même s'il a été... connu une belle carrière junior, mais c'est un joueur de petite stature aussi. C'est un gars qui... C'est pas un patineur imposant. Et il y a eu quand même certains succès offensifs dans les rangs juniors. Il a connu une saison de 40 buts, une saison de 40 buts à Rouen, 34 buts à Chicoutimi. Dans la Ligue américaine, c'est un travailleur infatigable. Je pense que c'est ça sa marque de commerce. Tu regardes un match de Raphaël Harvey-Pinard, il n'y a jamais une présence de congé. Et je pense que c'est un état d'esprit qui est forcé quand tu es un premier choix au repêchage ou que tu as toujours survolé la ligue où tu jouais, c'est peut-être pas mais t'as pas besoin. Inscrit dans ton tel génétique. T'as pas besoin. Non, mais il y en a qui l'ont naturellement, mais à ce point-là, c'est une question de survie dans le hockey professionnel pour un gars comme Raphaël Harvey-Pinard. Mais il y a quand même des bonnes mains, il y a quand même certaines habiletés offensives.
Et à ses 7 premiers matchs, 5 buts à ses 7 premiers matchs. C'est quand même remarquable. Et je regardais ce matin le décompte ou la liste des marqueurs du Canadien. Et Harvey Pinard, en 7 matchs, a plus de buts que Brendan Gallagher en 25 matchs, que Dadonov en 42 matchs. Ils ont 4 buts chacun. Yoel Armia, 3 buts en 32 matchs. Jake Evans, 2 buts en 43 matchs. Et Drouin, aucun but en 28 matchs. Alors, tu sais, quand l'expression qui dit quand le train passe, prends-le, ou quand ta chance se présente, saisis-la. Et Martin Saint-Louis, après le match, hier, a dit, quand il s'est fait poser la question, dire, tu lui donnes sa chance, est-ce que c'est important pour un joueur d'avoir sa chance? Et il a dit, Martin a dit, il n'y a personne qui donne de chance dans la Ligue nationale, il faut que tu la prennes. Et on a juste à comparer avec Jesse Ilonen, qui a eu beaucoup d'occasions de se faire valoir durant ses 10 matchs avec le Canadien, qui n'a pas réussi à obtenir de résultats. Il a montré des beaux flashs, il a eu des bons tirs au filet et tout ça, mais il n'a pas réussi à concrétiser. Alors, je trouve que c'est une belle histoire, mais on n'a pas l'histoire complète. L'échantillon est trop court. C'est ça, l'échantillon est court et j'ai eu ces conversations-là avec Alex au cours des dernières semaines. On le regardait jouer, Raphaël Harvey Pinard, puis je me disais, qu'est-ce qu'il va devenir dans la Ligue nationale? Si on le place dans une équipe, dans le contexte d'une équipe gagnante, là, une équipe qui participe aux séries éliminatoires, qui a l'espoir d'aller loin, est-ce qu'il peut jouer dans une équipe gagnante? Est-ce que ça va être un joueur un peu comme Gabriel Dumont, par exemple, qui a eu le genre de vétéran que tu aimes avoir dans ton club école? Parce que, bon, il permet à ton club école d'avoir du succès, mais aussi il a tellement de bonne attitude qu'il y a une bonne influence sur tes jeunes joueurs. Et quand tu as besoin de renfort parce qu'il y a des blessures, il vient et il fait un job. Capable de tenir son bout. Il fait un bon job dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, le jury, c'est un joueur de 24 ans. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas comparer avec les jeunes de 19 ou 20 ans qu'on va arriver. Alors, j'ai juste hâte de voir, mais c'est une belle histoire et j'aime l'attitude de Martin Saint-Louis. Il a peut-être hérité ça de John Tortorella, qui la mentalité de tu vas manger, c'est une expression anglaise qui dit « You will eat what you kill ». So, tu vas manger ce que tu chasses. C'est ça. Alors, que tu viennes, peu importe si tu es un choix de premier tour ou un gars invité au camp d'entraînement, si tu fais le travail, si tu es un joueur non repêché et que durant le match, c'est toi qui fais le mieux le travail, bien, tu vas être promu au sein des autres trios, puis on va tirer le maximum, puis tout ce que tu gagnes, on va te le donner. Alors, ça, c'est le fun. Et tu sais, on voit Jacky, c'est un peu ce genre de joueur-là que le Canadien a mis sous contrat, qui n'avait jamais été repêché. Et que, tu sais, il y en a du temps de jeu. Là. Il est en train de faire sa place. Alors, c'est ça, le sport professionnel, c'est une méritocratie. Puis là, ben à date, hier, il a joué pas loin de 19 minutes. Raphaël Harvey Pinard, dans un match de la Ligue nationale, à son 7e match de la saison. Il a très, très bien fait ça. Alors, c'est une belle histoire. On est tous curieux de voir ce que ça va donner, mais il ne faut pas tenir pour acquis qu'il va marquer avec cette régularité-là. C'est que c'est un profil très particulier. On a toujours entendu la comparaison avec Brendan Gallagher. Puis même lui disait que c'était une inspiration. Puis on peut comprendre. Ils ont effectivement des gabarits semblables et une attitude qui se ressemble beaucoup. Reste que tu disais il y a 24 ans. Corrige-moi, Gallagher est arrivé dans la Ligue nationale beaucoup plus jeune. Là, oui, il est arrivé à 20 ans. Alors, est-ce que c'est un Gallagher qui se développe plus lentement ou est-ce que, je lisais dans tes notes une référence, tu parlais de Gabriel Dumont, c'était une bonne référence, mais Charles Hudon, Charles Hudon qui avait eu du succès chez les juniors, qui avait du succès dans la Ligue américaine, mais... à peu près le même genre de marqueur dans les rangs juniors que Hudon, Raphaël Harvey Pinard, à peu près le même genre de marqueur dans la Ligue américaine. Puis on voit dans la Ligue nationale, ça a été difficile pour Charles Hudon, mais Raphaël Harvey Pinard est capable. Charles Hudon, tu ne pouvais pas le faire jouer sur un 4e trio. Mais Raphaël Harvey Pinard... Ils l'ont fait, mais ça ne donnait pas grand-chose. C'est ça. Oui. C'est un gars qui était perdu quand il faut que tu lui donnes du temps en avantage numérique et tout ça, mais Raphaël Harvey Pinard est capable... Il y a des joueurs dont on dit, lui, c'est un joueur nord-sud. Tu peux pas, si tu le fais jouer avec des joueurs qui commencent à jouer de façon transversale, est-ouest, il va être perdu. Je pense que Raphaël Harvey Pinard est capable de jouer
dans les 4 points cardinaux. C'est ça, j'allais dire. C'est ça. S'il est avec Suzuki, il a une bonne tête de hockey. Donc, s'il est avec Suzuki, il va trouver l'ouverture pour recevoir la passe. Mais s'il joue avec Pezzetta puis avec Belzile au sein du 4e trio, il est capable de faire de l'échec avant puis d'aller pilonner les défenseurs adverses puis créer de la confusion. Alors, cette polyvalence-là va peut-être faire qu'il va pouvoir rester dans la Ligue nationale, mais je reviens un peu sur son gabarit. Il va falloir que le Canadien commence à surveiller ça aussi. Il y a beaucoup de petits joueurs. On avait posé la question à Kent Hughes. Le Canadien, depuis 10-15 ans, a le plus grand nombre de petits joueurs parmi toutes les équipes de la Ligue nationale. Est-ce que c'est une préoccupation? Puis Kent nous avait dit non, on n'aura pas la plus petite équipe de la Ligue nationale. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Ça aussi, ça peut peut-être le désavantager éventuellement, mais on verra. C'est l'autre que tu dis ça parce que j'allais proposer, toujours en lien avec la comparaison avec Gallagher. Est-ce qu'on s'est déjà dit ça entre nous? Est-ce qu'on enregistrait quand on en parlait ou est-ce que j'ai inventé ça? Mais à un moment donné, on se disait c'est qui le joueur pour compléter Suzuki et Cole Caulfield? Gallagher avait un profil intéressant, dans le sens où est-ce que c'est ça qui manque à ce duo-là, quelqu'un qui ramasse les retours devant le filet. Ou qui va dans les coins chercher la rondelle. Dak était capable de faire ça. Ouais. Harvey Pinard aussi. C'est ce qu'il nous a montré dans le match mardi contre les Sénateurs. Là, sauf que là, ça fait bien du 5 pieds 9 sur le premier trio. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, mais de façon temporaire, Martin Saint-Louis a vu au cours de la dernière semaine, tu peux lui donner une promotion. Tu peux le promener d'un trio à l'autre et il peut être efficace d'un trio à l'autre et s'adapter à ses partenaires. Puis ça, c'est très précieux pour un entraîneur d'avoir des gars que tu peux déplacer dans ton alignement et qui vont être capables de composer avec tout le monde. On l'a vu, c'est pas tout le monde qui est capable de jouer avec Suzuki et Caulfield. Josh Anderson n'a pas été, quand on l'a placé avec les deux en même temps, n'a pas été capable de faire ça. Là, Josh Anderson joue avec Suzuki parce qu'il y a beaucoup de blessés, mais il n'y a pas beaucoup d'échanges de rondelles entre Anderson et Suzuki. Là. Alors, c'est intéressant, c'est une belle expérience et c'est un titre que j'utilise souvent dans mes chroniques quand je fais un portrait d'un joueur. Que deviendras-tu? Et c'est ça, j'ai hâte de voir ce que va nous réserver ce que vont nous réserver les 30 prochains matchs de la saison, parce que j'ai l'impression qu'il va rester. Il va rester à Montréal jusqu'à la fin de la saison, Harvey Pinard, 1 en raison des blessures et 2 parce que les transactions vont survenir à la date limite. Alors, ça va être un meilleur échantillon. Est-ce qu'il va rester avec Suzuki? C'est une autre, c'est l'autre affaire. Martin Saint-Louis, en anglais, je fais toujours attention à ça, mais là, je trouvais que c'était intéressant. C'est rare que Saint-Louis parle de conseils qu'il a eu avant d'accepter le travail d'entraîneur. Ce qu'il vient de dire, c'est on lui demandait pourquoi tu as décidé d'insérer Harvey Pinard aux côtés de Nick Suzuki. Puis il dit j'ai eu comme mon gut, c'est mon intuition, c'était mon intuition de faire ça. Et un des conseils qu'on m'a donné quand j'ai changé à accepter le poste d'entraîneur, c'était d'y aller avec mon intuition. Je suis curieux de t'entendre sur ce concept-là en général. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps la biographie de Joe Madden, l'ancien gérant des Rays de Tampa Bay et des Cubs de Chicago et des Angels d'Anaheim aussi. Et il attaquait beaucoup le recours systématique aux statistiques avancées dans le baseball majeur. Et il disait que c'est très bon de se préparer avant un match avec les statistiques avancées pour prendre de l'information, pour préparer tes confrontations et tout ça. Mais une fois que le match commence, il faut que le gérant soit capable de se servir de son instinct. Il y a des choses que tu vois sur le terrain que que tu sens. Les statistiques avancées, c'est un vaste échantillon qui est pris, puis on fait des moyennes avec ça. Mais dans une situation particulière, il y a des choses que tu perçois comme gérant. Le langage corporel de tes joueurs, l'attitude, tu discutes avec tes joueurs dans ton bureau, tu sais comment ils se sentent, si ça va bien dans leur vie ou pas, etc. Et c'est l'atout le plus précieux. Il faut
pour être un bon gérant, que tu sois capable de mettre l'information de côté et de dire c'est ce que je vois dans le match et la meilleure décision à prendre dans le match, c'est ça. Et Martin a fait ça hier. Je pense pas que c'était peut-être pas une réflexion d'avant-match c'était peut-être pas un plan. Sur sa feuille. Dire, bon, ben là, si ça va mal avec Pitlick, c'est Harvey Pinard qui va aller sur le premier trio. Et donc, il a été attentif au déroulement du match. Il a vu son équipe qui se préparait à aller en long congé. Il y avait peut-être des joueurs qui étaient moins présents. Il a dit, lui, il est là à 100% et je vais le placer dans les meilleures conditions. Alors, c'est la pire chose qu'un entraîneur peut faire quand il arrive au plus haut niveau, c'est de mettre de côté tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il a amené là. Tu sais, Martin n'a pas une grande expérience d'entraîneur, mais son vécu de joueur. Quand il était assis sur le banc, il devait savoir instantanément, tel coéquipier, un bon match, le gars contre qui je suis pairé de l'autre équipe aujourd'hui, il n'est pas dans son assiette, je vais exploiter telle chose. Alors, c'est du vécu de terrain qu'il a utilisé à bon escient. Et tant mieux, il prend de l'expérience. Bien, j'allais dire, c'est ça. Vois-tu une évolution, là? Parce que, puis moi, je ne suis pas du tout un apôtre des changements de trio pendant le match. On a vu des entraîneurs à Montréal qui faisaient ça régulièrement. Mais c'est pas tant arrivé souvent. Puis je dis pas que c'est la seule illustration d'un entraîneur qui se fie à son instinct, là, mais c'est une illustration facile à remarquer. On n'a pas vu ça tant souvent. Mais trouves-tu que c'est ça que... C'était la première fois que je l'entendais parler un peu de son procès, pour le citer. Mais vois-tu une progression dans sa façon de gérer le match, là, derrière le banc? Bien, il prend de l'expérience, visiblement. Il y a des situations, il est arrivé récemment... quelle situation qui est arrivée récemment où ils ont fait une contestation alors que la situation du match s'y prêtait pas. Là, c'était juste le but qui avait été marqué plaçait le Canadien en arrière 0-1 dans le match. C'était un match assez serré contre une bonne équipe. Ils ont fait la contestation, ils l'ont perdu. Un deuxième but, puis là, le Canadien a été largué. Ouais. C'était un mauvais match. C'était quoi? Ça s'était terminé 5-6-0. C'était contre les Panthers, si ma mémoire est bonne. Et je suis sûr qu'il a tiré des leçons de ça, mais c'est sûr que c'est une place difficile pour apprendre le métier d'entraîneur, Montréal, on s'entend. Mais ça, la gestion du personnel, c'est une question de philosophie. Claude Julien, lui, préférait la stabilité, préférait faire ses trios, les changer le moins possible pour permettre à ses joueurs de trouver la solution. Et il y a eu beaucoup de succès à Boston avec ça en gardant... Et les trios sont encore intacts à Boston. Des trios immuables. Alors que Michel Therrien, après la première présence de tout le monde sur la glace, une présence, était capable de dire « OK, lui n'aura pas une bonne soirée, je change les trios tout de suite. Ouais. » Et il y a des joueurs qui disaient c'est un don d'être capable de faire ça, de reconnaître ça. Les joueurs n'aiment pas ça, souvent quand les combinaisons changent vite comme ça. Mais ça te force à réagir aussi, dire là, si on n'est pas prêt à la première présence, les trios vont peut-être changer. Alors, ce sont des philosophies différentes et Martin a eu... il a quand même attendu une période avant de le faire, mais ça a payé. Mais en même temps, ça va avec ta personnalité aussi ou avec tes forces et tes faiblesses. Michel Therrien, je pense que une grande force qui lui était reconnue, c'est sa gestion comment il était câblé derrière le banc. Là, absolument. J'aimerais ça avoir des points pour l'autre. C'est un nouvel anglicisme, c'est pas pire. Il était câblé. D'ailleurs, avant d'être entraîneur, tu sais ce qu'il faisait. Hein? Il travaillait pour Bell. Il travaillait pour Bell dans les poteaux. Alors le filage. Il connaissait ça. Il connaissait ça. Regarde, on en prend bonne note. Oui, avec la confiance, je pense de terminer avec une performance comme ce soir, ça fait du bien pour la confiance avant un break de 8-9 jours. Puis je pense que je vais prendre du temps pour libérer l'esprit un peu, penser à autre chose. Puis je pense que je vais revenir encore plus fort. Là. Bon, je voulais un peu d'Harvey Pinard, un peu de HP. Un peu de HP, ça relève... Là, je ne sais pas si tu vois mon analogie, là, mais je ne vais pas faire de placement de produit, mais un peu de HP, ça relève toujours le plat. Oui, mais ça me surprend un peu comme surnom, HP. Je comprends qu'il y a un nom composé, mais tout ça, mais habituellement, c'est juste un nom raccourci avec un Y à la fin. Pinner ou Harver. Moi, quoi que Pinner, c'était peut-être pas... Harvey, Pinny, Raffy. C'est peut-être pour ça qu'ils ont relève avec HP. Enfin, il y a peut-être
une partie de la réponse. Ça fait imprimante, je trouve. Donc, Hervé Pinard qui ira pas à Laval. Hein, ça a été annoncé. Elle va profiter de quelques jours de vraies vacances. Je ne sais pas si ça va faire en sorte que les DG vont être plus actifs. Enfin, c'est peut-être pas les vacances, plus que ce que certains ont appelé le premier domino qui est tombé cette semaine avec la transaction de Bo Horvat. Est-ce que tu vois les choses comme ça? Penses-tu qu'Horvat était effectivement le joueur le plus intriguant, qui était une potentielle cible pour une... pas intriguant, mais intéressant, pour une potentielle cible de transaction et qu'effectivement, ça va peut-être activer le marché plus rapidement que prévu? J'ai hâte de voir le marché parce que c'est extrêmement difficile de conclure les transactions. À peu près toutes les équipes qui aspirent à aller loin en séries éliminatoires sont prises sous le plafond salarial, n'ont pas de marge de manœuvre. Alors, ils ne peuvent pas juste faire des acquisitions. Ces directeurs généraux-là doivent faire des transactions de hockey, là, doivent échanger des salaires, doivent faire des soustractions aussi. Et habituellement, ce n'est pas dans les habitudes de la maison. Les équipes veulent ajouter, les équipes qui se préparent à aller loin en série veulent ajouter de la profondeur, veulent ajouter du personnel, ne veulent pas faire des soustractions. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Mais dans le cas des Canucks, Jim Rutherford l'avait annoncé la semaine dernière, Bo Horvat, on n'avait pas l'intention de négocier plus avec lui. C'est un gars qui a une moyenne, Bo Horvat, de quoi 24 buts par saison dans la Ligue nationale. Là, il s'en va vers une saison de 51 buts, va monnayer ça. Il est joueur autonome à la fin de la saison. Chez les Islanders de New York, Lou Lamoriello, je pense, est un directeur général qui est dans une situation difficile. Lou Lamoriello a 80 ans. Je ne sais pas s'il... Il n'a pas parlé, lui, de prendre sa retraite pour laisser sa place à un plus jeune. Non, mais je ne sais pas s'il se sent fragilisé parce qu'on a vu moi, j'ai interprété ça comme un geste de panique la saison dernière quand il a congédié Barry Trotz. Barry Trotz avait mené les Islanders 2 années de suite à la finale de conférence. La saison dernière, l'équipe a commencé... Les Islanders ont commencé la saison avec 13 matchs consécutifs sur la route. Ça a été désastreux parce que leur amphithéâtre n'était pas terminé. Ils ont eu beaucoup de blessures. Ils ont raté, se sont battus jusqu'à la fin, mais ont raté les séries par quand même une bonne marge. Mais il y avait des circonstances vraiment atténuantes, là, et cette équipe-là avait de la difficulté à marquer des buts. Là, donc, Lou Lamoriello a remplacé un des 3 meilleurs entraîneurs du hockey. Et là, on a franchi la mi-saison, puis l'aiguille n'a pas bougé du côté des Islanders. Ils sont 25e en attaque. Ils ont de la difficulté à marquer des buts exactement comme la saison dernière. Et c'est une transaction, moi, qui me dit qui montre, je trouve, un directeur général qui se dit, ben là, je suis peut-être mieux de ne pas rater les séries éliminatoires là, 2 années de suite. Et les Islanders sont à quelques points d'une place en séries éliminatoires. Donc, il a été chercher un marqueur. Habituellement, ce genre de transaction-là, quand tu donnes, ils ont donné Anthony Beauvillier, Aatu Ratu, un jeune centre finlandais, et un choix de premier tour qui est protégé de 2023. Ouais. Oui. Ouais. Alors, ils ont quand même donné beaucoup. Et là, le Horvat n'a pas de contrat de signer encore. C'est surtout ça. C'est ça. Une transaction comme ça, souvent, tu dis, bon, ben on s'entend sur un contrat, puis on va te chercher, on donne plusieurs atouts, mais cela dit, je serais très surpris que Lou Lamoriello se soit placé dans une situation comme celle-là, sans tâter le terrain avant, savoir si c'était possible de garder Bo Horvat. Là, ils ont donné beaucoup d'actifs. Alors, ils veulent sans doute garder Horvat pour plusieurs saisons. Et je ne serais pas surpris qu'au cours de la prochaine semaine ou au cours des 2 prochaines semaines, on annonce que Bo Horvat a signé une nouvelle entente. Parce que si ça traîne, écoute, si les Islanders perdent Horvat à la fin de la saison, ça va avoir été très, très coûteux là, pour se battre pour une place en série, pas pour viser une Coupe Stanley. D'être acquis. Cela dit, moi, je ne comprends pas non plus. C'est la donnée. Là. Si Horvat est signé, a un contrat, bon, peut-être que ça justifie ce que les Canucks ont obtenu, mais sinon, c'est difficile à comprendre. Là, pour un joueur de location, c'est vraiment beaucoup. Mais, tu regardes cette équipe-là. Je sais là qu'ils si les séries commençaient demain, ils ne seraient pas là, puis ils vont se battre. Puis s'ils y parviennent, ils vont entrer par la porte d'en arrière, mais
Moi, je suis un gars de Montréal. Ça me fait penser à mon Canadien sous Marc Bergevin, ou ça me fait penser à... Le Canadien est toujours cette équipe-là qui ne gagne pas la Coupe Stanley, là, j'en conviens. Mais ils ont quand même fait deux finales d'association dans les 10 dernières années. C'est une équipe excellente défensivement. Et avec un grand gardien avec de but. un très bon gardien. À quelques buts de plus, ça change. Là, la différence d'un but dans la Ligue nationale, elle survient souvent. Je voulais juste le mentionner d'un coup que. Ah oui. Et puis tu regardes, 25e en attaque, mais leur avantage numérique est à 15,5 %. Là, il est aussi pire que celui du Canadien. Ils sont 31e ou 30e. Peut-être que Beauregard va changer ça de quelques points de pourcentage. Et là, ça peut faire toute la différence d'ici la fin. Est-ce que, penses-tu qu'ils peuvent le flipper? J'ai lu ça quelque part. Mettons que dans un mois, ils sont pas en série, puis qu'effectivement, il n'y a pas eu de prolongation de contrat. Oui, mais là tu as donné un choix de premier tour déjà. Tu as donné un jeune joueur. Tu as donné Beauvilliers, qui est quand même un joueur établi de la Ligue nationale. Pour le flipper, pourquoi? Pour un choix de deuxième tour. C'est ça. À un moment donné... Ça regarde, c'est pas un bon... Hein? Ça semble pas être une bonne... tu commences avec une Porsche 911 puis tu finis avec une Chevrolet. Mais au moins, t'es pas à pied. En quelques semaines. Tout est question de perspective. Je faisais une référence à cette idée de rentrer par la porte arrière en série. Puis, comme Marc disait, une fois en série, tout peut arriver. Oui. J'ai regardé jouer les Sénateurs cette semaine contre le Canadien. Le Canadien a quand même offert une bonne opposition, surtout mardi, mais... je m'explique pas. Je sais, tu vas me dire, ils n'ont pas de défensif puis ils n'ont pas de gardien de but, là, mais moi, je pensais, je reste surpris du peu de succès qu'ils ont cette année au classement, j'entends. Surtout que, de ce que j'ai vu cette semaine, je trouvais qu'il y avait quand même ces gens d'équipe qui pourraient rentrer par la porte arrière. Là, ils sont un peu, ils sont un peu loin. Ils sont loin. Mais c'est quand même pas à 100% farfelu, parce que là aussi, on parlait des transactions, là aussi, il y a des rumeurs comme quoi on veut faire des additions. Oui. Là, les Sénateurs, en battant le Canadien hier soir, sont passés tout juste au-dessus de la barre de 500. Devraient jouer pour participer aux séries, avoir 95 points. Il faudrait que cette équipe-là joue pour pas loin de 700 d'ici la fin de la saison. C'est le rythme d'une saison de 114 points là, pour les 31 prochains matchs ou les 30 prochains matchs. C'est beaucoup. C'est très élevé pour une équipe qui a joué pour 500, mais... Tu regardes jouer cette équipe-là en avantage numérique, c'est un des 3 meilleurs avantages numériques de la Ligue nationale. On les a vus hier, la façon dont cette équipe-là fait circuler la rondelle, c'est de toute beauté. Et ce qui manque aux Sénateurs, c'est un engagement défensif et probablement un défenseur, un défenseur de peut-être pas de top 4, mais de top 2. Pour stabiliser ça, mais il faut que cette équipe-là ait un meilleur engagement défensif. Puis tu regardes un gars comme Drake Batterson, qui est un jeune joueur qui est moins 29, qui est le pire différentiel de la Ligue nationale de hockey. C'est inacceptable. Alex DeBrincat, qui est un joueur offensif important, moins 17. Tu peux pas avoir de ça dans une équipe qui aspire aux séries éliminatoires. Alors, et moi, ça me dit, cette tenue-là, que l'entraîneur des Sénateurs est probablement... on ne peut pas dire... je pense que c'est l'évidence. Si tu n'es pas capable de corriger le bateau, enseigner à jouer défensif ou obtenir l'engagement défensif d'un groupe, c'est probablement la case numéro 1 à remplir quand tu hérites d'une équipe. Il n'a jamais été capable d'instaurer ça. Cette équipe-là aspirait aux séries si elle était meilleure défensivement. Alors, il y a des rumeurs qui disent que Pierre Dorion cherche un défenseur pour terminer la saison. Louer un défenseur quand tu es aussi loin des séries éliminatoires, on voit pas ça souvent. On voit jamais ça, mais en même temps, Pierre Dorion essaie peut-être aussi de sauver son travail parce qu'il y a un nouveau propriétaire qui va arriver dans le portrait. Et que là, les Sénateurs se dirigent peut-être vers une 6e saison de suite, sous la barre de 500, là, ce qui est très, très mauvais. Alors on verra ce que ça donnera, mais offensivement, c'est très, très beau de les voir jouer. Mais là, je t'écoute, puis je cogite en même temps. Oui, il y a peut-être la situation là, du nouveau propriétaire. Peut-être que Dorion aurait intérêt à faire quelque chose, juste pour montrer qu'il est là. Ouais, si quelqu'un qui achète une équipe, ça va se vendre quoi? 800 millions peut-être, les Sénateurs, 900 millions?
Tu arrives en place puis tu te dis, bon, ben on joue sous 500 depuis 6 saisons. Là. Il y a peut-être des changements. Ah, c'est super, j'imagine. Mais si on met ça de côté, il n'y a pas aussi comme un... Tu sais, tu dis, c'est rare qu'une équipe va aller chercher un joueur de location lorsqu'elle est si loin d'une place en série. Mais en même temps, c'est quoi l'autre avenue? Tu sais, je veux dire, cette équipe-là... le statu quo, repêcher encore un choix élevé. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un gain aussi de faire non, on pousse, on essaie de se rendre, puis il y aura des dividendes à ça. Parce que bon, des matières, des choix ou des espoirs à échanger pour aller chercher un joueur en location, ils en ont. Tu sais, ce qu'ils n'ont pas, c'est de l'expérience. Ce qu'ils n'ont pas, c'est, comme tu dis, c'est de l'engagement. Si ton joueur de location s'en va, tu recommences avec le même vide la saison d'après. Ouais. Même si tout le monde a appris avec un joueur, un défenseur, un bon défenseur de plus, tu ne l'as pas la saison suivante. Donc, tu sais, je pense que s'ils veulent faire ce genre de transaction-là, ils doivent faire une transaction de hockey, essayer de bâtir avec ce joueur-là qu'ils vont acquérir et de continuer par la suite. Puis, tu sais, il va peut-être y avoir un buzz aussi. Ça va peut-être devenir plus intéressant d'aller jouer à Ottawa avec quand Ryan Reynolds va être propriétaire. Avec les nouveaux propriétaires, avec le nouvel amphithéâtre qui va être en chantier et tout ça. Et tu sais, tu regardes Tkachuk a un contrat à long terme, Thomas Chabot a un contrat à long terme. Ça a été la stratégie qu'ils ont employée pour garder leurs joueurs. Là, au lieu d'attendre qu'ils arrivent près de l'autonomie. Et qu'ils s'en aillent. Dès le deuxième contrat, on a rempli leur portefeuille en disant « restez avec nous ». Mais ça, ils sont arrivés à la croisée des chemins. Je pense que cette administration-là, à un moment donné, il faut que quelque chose se passe, mais il ne faut pas faire de transactions qui sont faites pour sauver les fesses du directeur général. Il faut que ce soit pour le bien de l'organisation. Hey, parlant de Brady Tkachuk, je ne sais pas s'il va être meilleur que Jesperi Kotkaniemi, finalement. Écoute, je ne sais pas, Kotkaniemi est 1 an plus jeune que Tkachuk. L'échantillon est... l'échantillon. Ça, c'est le genre d'erreur... Ce sont des erreurs qui viennent à marquer l'histoire. Puis chaque fois que le Canadien joue contre Ottawa, ça fait mal de voir ça. Et je regardais, Tkachuk est rendu à 110 buts depuis le début de sa carrière, 435 minutes de pénalité, 243 points. Ce serait probablement le joueur le plus populaire à Montréal s'il avait été sélectionné. Kotkaniemi est en Caroline, un rôle assez... Pout. Ah, ouais. Il a moitié 41 buts par rapport aux 110 de Tkachuk, 109 points par rapport aux 243 de Tkachuk, et il n'y a pas l'impact. Tkachuk, même lorsqu'il ne produit pas offensivement, dérange tout le monde de l'autre côté. Ça fait mal. Les rendez-vous, quand tu choisis parmi les 3 premiers et que tu ne fais pas la bonne sélection, ça te suit longtemps. Question du public? S'il vous plaît. Question du public. Non. Téléphone, réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Cette semaine, on demandait en clin d'œil au décès de Bobby Hull. J'avais prévu te taquiner en te disant, toi, Bobby Hull, tu as couvert son repêchage, j'imagine. Mais ce serait une meilleure boutade pour Pat Eke. Oui, c'est ça. C'est moi. Je ne suis pas allé jusque-là, honnêtement. Mais en clin d'œil, Bobby Hull, évidemment, un grand joueur dans l'histoire et aussi le père de Brett, que notre génération ont davantage connu. Brett, as-tu couvert son repêchage, Brett? Non, je l'ai vu. À quel moment tu vas me dire que je suis insolent? Non, mais tu sais, Brett, je me souviens l'avoir vu jouer au Forum dans l'uniforme des Blues de Saint-Louis. Après la grande transaction, je pense qu'il de mémoire, il venait des Flames de Calgary. C'était une grande transaction qui a été faite. Mais ça, Brett Hull, je garde des souvenirs. À la TV. À la télévision, oui. Oui. Moi, je me rappelle, je vais toujours me souvenir d'un match des Étoiles, quand j'étais enfant, où il jouait avec Gretzky. Puis je me disais, wow, tu sais, le fabricant de jeux et le tireur. Et ils ont été réunis, une saison à Saint-Louis, je pense, quand... Parce qu'il ne faut pas oublier que Wayne Gretzky a déjà joué pour les Blues de Saint-Louis. C'est facile à oublier. C'est vrai. Alors, on vous demandait quelles sont les plus grandes familles de l'histoire du hockey. Un petit clin d'œil comme ça. Il y a, sur le book... On a des réponses. Les Richard, ça revient à quelques reprises, évidemment. Maurice, Henri, Anthony, non, je pense pas. C'est Julie qui dit les Richard, Yves aussi. La famille O, Gordy,
Gordie Howe. Howe, ouais, j'étais parti à l'envers. Qui a joué avec ses fils. Oui. Ça, c'est pas mal. Oui. C'est vrai, effectivement. Toujours sur le book, la famille Richard, ça revient. Kenny Harvey. Puis ma préférée sur le book, c'est Jérémy qui dit les Lambert. Parce que Pierre Lambert, mais Guy aussi. C'est vrai. Lambert. Sur Twitter, vite. Il n'y a pas les Gagnons aussi? T'as raison. Ben oui, Francis qui a été échangé en plein match du Canadien ou dans l'autre ordre, je ne me rappelle plus. Sur Twitter, on a Roger avec 6 membres de la famille Souter. Ça, c'est une évidence. Les Sutter, c'est incroyable. Ils étaient 6, je pense, en ouais. même temps dans la Ligue nationale. Là. Et il y a quelques fistons à travers ça. Brandon Sutter, de mémoire. 6 en même temps, 6 frères en même temps. Je crois que c'était une famille de fermiers, je pense, de l'Ouest canadien. Exactement. Rock sur Twitter, les Stachny. Enfin, évidemment. Puis Bruno sur Twitter qui dit les Hanson. Et un petit tour, ça aussi c'est dans le registre fictif, un petit tour sur le Gram. Ah, le Gram ne veut pas allumer, mais je ne suis pas capable de lire les noms. Les Dufour-Lapointe, c'est très drôle. Et moi, j'ajouterais les Granato. Parce que frères et sœurs ont eu des carrières d'anthologie. Tony et Camille Granato, qui ont tous les deux joué au plus haut niveau. Et, là, tu me vois venir, je veux faire un clin d'œil à ta chronique sur Darryl Watts. D'abord, question, Darryl Watts, bon, tu as chroniqué là-dessus, qui a signé le plus gros contrat professionnel pour une joueuse, avec, dans la PHF, la nouvelle, pas la nouvelle ligue, mais le nouveau nom de cette ligue féminine dont il y a une équipe à Montréal maintenant avec la Force. La Force de Montréal. Les gros salaires, ça vient souvent de Toronto. Alors, c'est le Six de Toronto qui a offert ce contrat-là à Darryl Watts. D'abord, comment ça, je ne sais pas c'est qui Darryl Watts? Ça, c'est une deuxième raison pour me congédier, mais je ne la connaissais pas. Oui. Ben écoute, notre vision du hockey féminin est souvent centrée sur les équipes nationales américaines et canadiennes. C'est ces joueurs qu'on connaît. Ouais. C'est ça. Et il y a des très bonnes joueuses, de grands talents qui mettent plusieurs années avant d'atteindre les équipes nationales parce que les joueuses restent longtemps. Là, il y a juste 20 joueuses. Jusqu'à 30 ans, c'est ça. Donc, et Darryl Watts a été une joueuse d'exception au niveau universitaire avec Boston College, avec Wisconsin. 297 points en carrière, une moyenne de points par match supérieure à ce que Marie-Philippe Poulin avait fait à Boston University. Et donc, c'est ça, la semaine dernière, elle a signé le contrat le plus lucratif de l'histoire pour une joueuse professionnelle, 150 000 par année à compter de la saison prochaine. 150 000 américains? Oui. Faut le J'insiste. Et je trouvais ça intéressant parce que je me demandais si c'était le domino qui allait faire tomber tout le reste et qui allait mettre fin à l'espèce de guerre ou de schisme qu'il y a dans le hockey féminin. D'un côté, il y a la Premier Hockey Federation. D'où vient ce contrat-là? Exactement. Et de l'autre côté, tu as l'Association des joueuses professionnelles qui n'ont pas de ligue. Qui ne jouent pas et qui font des événements. Mais corrige-moi si je me trompe, on ne voit pas beaucoup les vedettes dans ces événements-là. Elles font ce qu'on appelle des showcases, des mini-compétitions. C'est itinérant. Ils vont jouer dans une ville 3 semaines plus tard dans une autre ville. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais elles sont fortement commanditées. Donc, les joueuses de l'Association des joueuses professionnelles ont quand même des revenus intéressants. Mais là, la Premier Hockey Federation a annoncé qu'à compter de la saison prochaine, le plafond salarial va être à 1,5 million pour une équipe. C'est plus que dans la WNBA. C'est plus que dans la Ligue de soccer, la NWSL. Oui. Alors, tu sais, là, l'Association des joueuses professionnelles disait, quand la Ligue canadienne a fait faillite il y a quelques années, en 2019, elles ont dit, il n'est pas question qu'on rejoue dans une ligue si on n'a pas des conditions de travail qui nous permettent de jouer, de nous consacrer à temps plein à être des hockeyeuses professionnelles, à être encadrés de façon convenable par des entraîneurs à temps plein et tout ça. Et là, c'est arrivé. Là, ce que la Premier Hockey Federation a annoncé, c'est que c'est arrivé. Il y a un plafond salarial potable. C'est possible d'avoir un salaire, de gagner ta vie comme hockeyeuse. Là, 150 000 US, c'est même... Ça commence à être intéressant, mais même même si c'est 60 000 ou 70 000 pour d'autres joueuses qui ne sont pas des joueuses de premier plan, c'est un excellent départ. Et là, si
si on veut faire croître le hockey féminin, il faut que tout le monde se donne la Ça main. aiderait, à un moment donné, oui, ça aiderait que les joueuses qu'on connaît, qui sont toutes dans l'association professionnelle des joueuses, parce que c'est les membres des équipes nationales, ça aiderait. Exactement, d'avoir toutes les têtes d'affiche du hockey et de regrouper ça. Puis, la Ligue nationale, depuis le début, dit nous, on est prêts à soutenir ça, puis à être plus que supporter ça, à s'engager dans une ligue majeure de hockey féminin, mais on ne va pas intervenir pour faire, s'il y a 2 clans, on ne va pas intervenir pour en faire disparaître Puis en choisir un, puis se mettre l'autre à dos. Exactement, de la grosse ligue masculine qui arrive pour faire disparaître. C'est ceux qui se demandent c'est quoi du mansplaining, là, ça serait parfait. C'est ça. Ouais. Alors, la Ligue nationale est sur les lignes de côté, puis on regarde ça, mais là, la Premier Hockey Federation est en train de montrer que c'est possible maintenant d'avoir des joueuses professionnelles à temps plein. Et là, je me demande si les dirigeantes de l'Association des hockeyeuses professionnelles ne réagissent pas. À un moment donné, les joueuses vont partir d'elles-mêmes, ils vont voir qu'elles peuvent avoir des bons contrats, ils vont partir d'elles-mêmes. Donc, je pense que les planètes sont alignées, là. Entendez-vous, puis qu'on crée juste une seule grande ligue, puis ça sera bon pour le sport. Ça donnerait une impulsion, tu sais. Mais là, question piège, je ne sais pas si tu as la réponse, là, mais qui paye pour ça? Je veux dire, parce que, tu sais, la WNBA, là, il y a du monde dans les... je m'explique mal qu'on puisse offrir un plafond salarial supérieur. Il y a une longue tradition de basketball féminin. Oui, c'est ça, exactement. Avec beaucoup de spectateurs dans les gradins aux États-Unis. Le basketball universitaire a une longue tradition. Ils ont été capables de transposer ça dans les rangs professionnels. Cette tradition-là n'existe pas au hockey. Absolument pas, non. Et regarde même des matchs des équipes de premier plan au hockey féminin universitaire. Il n'y a pas beaucoup de gens dans les gradins. Non. Mais au hockey universitaire au Canada, il n'y a pas de gens dans les gradins. Non, et même aux États-Unis. Et même aux États-Unis. Ah, ouais? Et donc, c'est ça. Là, ce sont des commanditaires qui supportent financièrement, qui veulent donner un élan à cette ligue-là. Mais à un moment donné, c'est ça. Il va falloir avoir des gens dans les gradins qui paient des billets là, pour que ça fonctionne. Puis un contrat de télévision. Parce que pour que les commanditaires restent impliqués, il faut qu'il y ait du monde qui voit les publicités. Qui voit les logos. Oui, il faut que ça rapporte à un moment donné. Donc, c'est ça, c'est quand même un équilibre. C'est quand même un équilibre fragile. Et c'est pour ça que je dis, là, il y a un momentum, il ne va peut-être pas durer longtemps. Cessez de travailler chacun de votre côté, puis joignez les forces ensemble, parce que cette magie-là va peut-être disparaître assez vite. C'est Gary Bettman lui-même qui a choisi... sa musique d'anniversaire. C'est sa musique d'anniversaire. On voulait quelque chose à son image. Ouais. Les entends-tu rire en régie? De véritables enfants. Des enfants. Parce que dans ce studio-là, on entend bien la régie. Alors, ils sont très fiers de leur coup. Non, on voulait juste marquer le coup. On a parlé de Gary, Call Me Gary. C'était quand, il y a 2 semaines? Non, la semaine passée, quand il est venu sans raison. C'était lui l'événement. Il était venu faire un retour à Montréal. Tu notais... C'est aujourd'hui, l'anniversaire. Aujourd'hui même, on enregistre mercredi, le 1er février. Exact. Oui, 2023, parce qu'il est arrivé en 93, c'est vrai. Tu sais que la première équipe à qui il a remis la Coupe Stanley, le Canadien, c'est le Canadien de Montréal. Ouais. Et d'ailleurs, plus jamais une équipe canadienne n'a revu ça depuis. Bon, écoute, on l'aime pas, tu sais, c'est le commissaire. Mais, puis moi, j'ai déjà un peu, c'est mon petit côté, comment dire, mon petit côté, pas capitaliste, là, mais... c'est quoi le contraire du prolétariat? Le mot me vient pas. C'est mon petit côté corporate, là, mon petit côté... capitaliste. Faut dire que depuis qu'il est là, la Ligue nationale, c'est quand même une entreprise un peu plus sérieuse, beaucoup plus imposante qu'elle ne l'était. Mais tu sais, souviens-toi, il n'y a pas si longtemps, les courses de Monster Truck étaient plus courues que certains matchs de la Ligue nationale de hockey. T'sais, évidemment, on n'est pas. Je pense pas qu'on peut dire que la Ligue est au même niveau ou enfin est toujours pertinente dans la conversation quand on parle des 4 grands sports aux États-Unis, mais reste que c'est moins farfelu que ce l'était il y a 30 ans. Oui, il y avait un petit côté folklorique dans la Ligue nationale quand Gary Bettman est arrivé.
Et bon, lui arrivait de la NBA. C'était le vice-président exécutif de la NBA. Il travaillait avec David Stern, qui était un commissaire légendaire dans la NBA, qui a fait passer, qui a multiplié, je pense, les revenus. Durant les 30 ans de son règne, David Stern a multiplié les revenus de la NBA par 39. Alors, c'était 118 millions quand il est arrivé et c'était 4,6 milliards quand il est parti en 2014. Et bon, Gary Bettman, donc, est arrivé il avait quand même appris beaucoup de ce qu'il avait vu dans la NBA quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Et, bon, il faut lui donner ça. Il a restructuré ça, mais ça a été quand même... quand on fait le bilan, il a présidé à 3 lockouts durant son mandat. Il a fait sortir la Ligue nationale après avoir permis aux joueurs de participer aux Jeux olympiques. Il a sorti la Ligue nationale des Jeux olympiques, ce qui a été épouvantable pour les joueurs, mais aussi pour les amateurs de hockey à travers le monde qui attendaient avec beaucoup d'anticipation les Jeux olympiques. On ne sait toujours pas, il n'y a toujours pas de confirmation à savoir s'ils vont être à Milan. C'est ça, au prochain ou pas. Ouais. Les négociations ne sont pas très avancées encore. Il a tenté même de s'approprier ou de permettre à la Ligue nationale de s'approprier le hockey international. Ils se sont dit, on va faire notre propre Coupe du monde et on va tirer tous les revenus de ça. Ils en ont fait une en 2016. Ça a été assez mitigé. Moyen, ouais. Ils ont tenté d'en faire une autre, d'en mettre sur pied une autre pour 2023. Donc pour l'automne prochain. Puis finalement, ça a tombé à l'eau parce que la Ligue nationale tenait à avoir les Russes comme participants, comme équipe nationale. Et les équipes européennes ne voulaient pas jouer contre des Russes, donc ça a été reporté à plus tard. En 2023, Gary Bettman nie encore l'existence d'un lien entre les coups à la tête et les dommages au cerveau, alors que la science a un consensus assez large et que les autres ligues professionnelles ont beaucoup progressé de ce côté-là. Si tu ne reconnais pas le problème, c'est difficile d'apporter des correctifs pour plus que ça se fasse. Il y a eu sa bataille épique pour garder une équipe en Arizona. Qui est toujours en cours. Qui est toujours en cours. Mais là, ils sont, toutes ces années plus tard, les Coyotes jouent dans un aréna de 5000 places. Ça va peut-être finalement aboutir avec la construction d'un nouvel amphithéâtre. Mais c'est ce qui se dessine. Mais on ne sait toujours pas si ce sera un succès. Un succès ou pas, le hockey là-bas. Là. Mais, cela dit, si on parle du côté corporatif, les revenus sont passés de 400 millions à 5,2 milliards durant son mandat, donc multipliés par 13. Et c'est pour ça que les propriétaires l'ont placé à la tête de la Ligue. Et ça, il a rempli cette commande-là. Parmi ses faux pas, je pense, ça a été de se faire admettre au Temple de la renommée du hockey en 2018, alors qu'il est encore en poste. Mais ça, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Ils ont dit, allez, Gary, donc. Mais je veux juste, parce que je viens de faire une liste quand même exhaustive, pas exhaustive, mais une liste qui parle d'elle-même là, de tous ces mauvais coups. Mais corrige-moi si je me trompe, les lockouts, les coyotes, le déni des commotions cérébrales, il n'y a pas de conséquences à ça. Il n'y a pas de conséquences à ça. Il n'y a pas eu de perte de revenus. Il n'y a pas de perte d'engagement. Peut-être, là, mais pas assez. Sûrement qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui disent « Moi, je suis plus capable de ce sport-là, puis j'arrête de le regarder. » Mais ils sont remplacés par d'autres. Donc, il n'y a pas de... Puis ils ne payent pas pour ces... Il n'a jamais payé pour ces... Il n'a jamais payé. Pour les conflits de travail, fait face à une association des joueurs qui est très peu militante. Les joueurs de hockey... L'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, c'est pas l'association des joueurs du baseball majeur où quand les propriétaires brandissent un conflit de travail, les joueurs disent « OK, on se retrousse les manches, puis on va y aller, puis ça durera le temps que ça durera. » Ils ont une longue tradition, les joueurs de baseball. Ils ont gagné beaucoup de conflits de travail, donc ils se passent ça de génération en génération. L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey s'est fait frauder par son premier... le premier président de l'Association des joueurs. Exactement, par Alan Eagleson. Et après ça, celui qui a succédé à Eagleson, Bob Goodenow, était en place durant le lockout de 2004-2005. Et parce qu'il refusait l'imposition d'un plafond salarial et se battait pour les joueurs, il a été victime d'un putsch orchestré par des agents influents qui perdaient des commissions et qui paniquaient parce qu'ils perdaient des commissions. Et c'était ça.
ça, là, il y a eu beaucoup de coups d'État. À l'association des joueurs. Et donc, ben c'est très, très dur, c'est très, très difficile d'installer un militantisme. Et t'écrivais pas récemment que c'est difficile de trouver un successeur à Donald Fehr, justement? Ils ont de la difficulté à trouver un successeur à Donald Fehr parce qu'ils ne s'entendent pas et ils ne savent pas trop. Les joueurs se questionnent à savoir c'est quoi notre but. Est-ce qu'on veut un syndicat ou on veut avoir un directeur exécutif qui va plus avoir une approche d'affaires et qui va négocier d'entreprise à entreprise avec les propriétaires plutôt que d'avoir un rapport d'employeur à syndicat. Alors, je pense que ce serait une erreur parce que les propriétaires, eux, savent qui sont les employeurs et s'ils voient que le militantisme baisse encore plus, vont aller chercher à faire plus de gains sur le dos des joueurs. Alors, c'est ça, Gary Bettman n'a pas fait face à une grande opposition. Là, et sa victoire au lockout de 2004-2005, c'est la plus grande victoire du patronat dans le sport. Le patronat, c'est ça le mot que je cherchais tantôt. C'est la plus grande victoire du patronat dans l'histoire du sport professionnel nord-américain. Et ça nuit. Les dirigeants des associations des joueurs dans les autres sports disaient c'est épouvantable. Cette victoire totale-là a donné des ambitions aux propriétaires des autres sports de faire pareil. De faire des gains substantiels. Ouais. Donc, non. Mais, tu sais, je disais, il n'y a pas eu de conséquences. Peut-être que l'amateur, le partisan et la partisane de hockey est un peu comme les joueurs, tu sais. On est un peu... c'est ça. On reçoit le coup, puis... il n'y a jamais eu de conséquences aux nombreux. Tu sais, rendu au 3e lockout, là, à un moment donné, les gens font « Hey, ça fera, là, tu sais. » Ou c'est ça, ce déni-là de la science. Mais non, on continue de regarder. S'il y a un lockout à la SAQ, les gens, quand le conflit est fini, les gens retournent. Les gens retournent aller acheter leur vin, tout ça. Là, c'est comme, c'est pareil, c'est un service essentiel. Ouais. Le hockey aussi. À ce compte-là, ça va très bien ensemble. Alors, 30 ans de Gary, penses-tu que lui, ça me fait penser, là, je ne t'ai pas prévu, mais penses-tu que lui, ça achève? Est-il sur le point d'appeler ça une carrière? Moi, je pense qu'il va faire la prochaine négociation en 2025. Il va partir après. Il est rendu à quel âge, Gary? Il est pas mal plus jeune que Lou Lamoriello et Pat Hickey. Donald Fehr a 74 ans maintenant. Donc, les joueurs se sont dit, OK, notre dirigeant syndical va être pas loin de 80 ans à la fin de la convention. Donc, ce sera peut-être le temps de trouver 109. C'est ça, de trouver quelqu'un. Et Gary Bettman, lui, il est pas jeune. 70 ans. 70 ans? Ouais. Ah ben, il ne les fait pas. C'est ça. Il va se rendre à 73, 74 ça serait un bon champ du cygne. Ouais. Puis, on verra, c'est ça, on se questionnera sur les candidats potentiels à sa succession à ce moment-là. Voilà. Tout. Bon, ben, vous direz à Gascon qu'on n'a pas besoin de lui. Visiblement. Reste au soleil, on va s'arranger. Reste là-bas. Nous autres, on tient le fort et je te dis, non, Alexandre Gascon, qui a toute notre affection et qui profite, comme tous ceux qui sont au quotidien là, dans les arénas, profitent de quelques jours de congé. C'est quoi? C'est une vraie semaine, 8 jours, j'ai vu, il me semble, la trêve. Le retour au jeu, le prochain match est le 11 février. Il va y avoir quelques entraînements avant, là, mais c'est ça. C'est quand même c'est une bonne pause. Une bonne pause. Alors, on leur en souhaite une bonne à tous et à toutes. C'est le seul sport professionnel à faire ça. À ma connaissance, oui. Oui. Il y a la pause du match des étoiles au baseball majeur, mais de donner une semaine de congé aux joueurs conventionnés, c'est quand même... C'est parmi regarde bien Gary. C'est parmi les maigres gains qui ne coûtent rien à la Ligue nationale que les joueurs ont fait. Ça achève, d'après moi. 2025, on verra si c'est encore là. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre journaliste chroniqueur, affecté. Je recommence ça. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal. Je t'ai comme donné 2-3 grades en dessous. Chroniqueur principal au service des sports, tu opines. Merci infiniment. De ne pas être en vacances. Toujours un plaisir, Alex. Et d'être là. Ça me rappelle le bon vieux temps. Au téléphone. On n'était pas... C'est ça, on était... ça.
Moi, j'avais les pieds sur la console. Tu le sais pas parce que tu n'étais pas là, mais j'avais les pieds sur la console. Puis, on jasait longuement. Combien de temps on a fait ça ensemble, tous les deux, à la radio? Au moins 2 ans, 2-3 ans, le matin. Alors, allez voir dans les archives. Là. C'est peut-être sur le Dark Web, sûrement. Ça se trouve là. Alors, merci encore, Martin. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une excellente semaine. Puis, c'est ça. Bon match des étoiles. Puis, on verra bien là où est-ce que ça va nous mener mercredi prochain. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.